C'est pour trouver du travail. C'est pour mon permis de conduire. Pour nos passeports. C'est pour un permis de conduire international. Je vais de Los Angeles à San Diego. Qu'est-ce que cette photo prouve sur vous? L'aspect extérieur, c'est tout. Elle ne montre pas notre personnalité. Mais je ne pense pas que ce soit le but de toute façon. Je vais l'envoyer à une amie. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je suis japonaise, oui. Je vais les envoyer au club de golf pour devenir membre. C'est pour le permis de port d'armes. Il suffit que la police puisse vérifier que vous êtes bien le détenteur. Ça sert à ça, ces photos. C'est un secret, c'est personnel. Ici, ça coûte 600 yens au lieu de 700. Je suis venu ici parce que c'est pas cher. C'est tout. C'est un secret. C'est pour le boulot. Je suis journalier. J'ai été refusé partout ailleurs à cause de ma coupe de cheveux. Je n'avais pas le choix. En plus, je suis payé tout de suite. C'est pour faire un petit boulot. Qu'est-ce que vous faites? Je suis étudiante. Je voudrais vivre seule. Alors, je dois économiser. Je fais une école. Qu'est-ce que vous étudiez? La puériculture. C'est pour un dossier d'inscription dans une agence immobilière. Qu'est-ce que cette photo prouve sur vous? J'ai déménagé et j'ai changé de nom. Je viens de divorcer. J'avais un restaurant. Après la récession, il a coulé. Un fast-food a ouvert, alors le chiffre d'affaires a baissé de moitié. Je vis en province. Je n'ai pas d'argent. Alors je cherche un travail logé, nourri. C'est exact. J'ai été licencié. Je ne peux pas vous en parler. Mon boulot n'est pas légal. En fait, je vends des vidéos porno. Mes collègues se sont fait arrêter les uns après les autres. J'ai réalisé que moi aussi, je finirais par me faire arrêter. Alors j'ai décidé de changer de métier. J'ai toujours trouvé qu'on avait une drôle de tête sur des photos d'identité. Ça donne une première impression, mais ça ne montre pas la personnalité des gens. J'ai un objectif. Alors je préfère travailler en intérim. Ça me convient. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du théâtre. Qu'est-ce que ces photos prouvent sur vous? Que je suis vivante. Ces photos sont pour mon inscription en 3e cycle à l'université de Tokyo. Il suffit que les gens soient convaincus qu'il s'agit bien de moi. Ces photos ne prouvent pas qui je suis. Elles ne sont qu'une preuve administrative de mon identité. Ce qui prouve ce que je suis, c'est le passé, ce qu'on a lu, ce qu'on a ressenti. Mes écrits, ma philosophie personnelle sont des preuves de mon identité. Ces photos sont prises par une machine. Alors elles montrent l'atmosphère du moment, mais pas nos sentiments. Nous, on sait, mais les autres ne peuvent pas savoir à quoi on pensait quand on les a prises. C'est pour la communication interne de mon entreprise. Je ne pense pas que je suis comme ça, mais... Par exemple, eh bien,
En fait, je me vois tel que j'étais il y a 20 ans. Je ne voulais pas devenir comme ça. Oui, cette photo ne montre pas ce à quoi j'aspire et je rêve. C'est peut-être à cause de ma tenue. Autrefois, la société japonaise était homogène. Les gens respectaient une loi non écrite. Ils pouvaient résoudre les problèmes entre eux sans s'adresser aux autorités. Dans les vieux quartiers, on connaissait les voisins. Les querelles se réglaient entre soi. On n'appelait pas la police. Aujourd'hui, la société est devenue anonyme. On habite dans de grands ensembles et on ne connaît plus ses voisins. C'est pourquoi il faut faire intervenir la police. Les personnes de ma génération assistent à une curieuse évolution. Autrefois, les gens avaient de la pudeur. On se sentait gêné d'aller à la police pour une broutille. C'était comme ça autrefois. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas avoir honte, mais simplement défendre son droit. Cela donne par exemple aux États-Unis des procédures judiciaires pour des affaires qui paraissent incroyables. Par exemple, quelqu'un a mis son chat dans le micro-ondes. Le chat est mort. Le plaignant prétend qu'il aurait fallu placer un avertissement sur le micro-ondes. Une telle chose aurait été inimaginable au Japon il y a peu de temps, parce qu'on aurait eu honte. Autrefois, il y avait des choses qu'il fallait savoir, et si on ne les savait pas, on avait honte. Nous sommes devenus une société plutôt insensible. Il existe bien sûr différentes opinions sur la manière dont les personnes forment des valeurs spirituelles. Mais la constitution que les États-Unis ont dictée au Japon a radicalement modifié la conscience des Japonais. Aujourd'hui, les Japonais pensent qu'ils n'ont pas besoin d'assumer de responsabilité pour eux-mêmes. L'État n'assume aucune responsabilité pour sa propre politique de défense. Personne n'assume de responsabilité. Certes, il existe des irresponsables partout. Mais au Japon, les bureaucrates et les politiques surtout n'ont aucun sentiment de responsabilité. La culture japonaise, que Ruth Benedict a décrite de manière si juste dans son livre « Les chrysanthèmes et le glaive » n'existe plus. À la place, ce sont des phénomènes de mode superficiels qui occupent le devant de la scène. Seule la religion aurait peut-être le pouvoir d'y changer quelque chose. Mais on peut se demander si les Japonais ont une religion. Les gens d'ici ne semblent pas en avoir. L'artère commerçante Omotesando à Tokyo, par exemple, était à l'origine un chemin de pèlerinage vers le sanctuaire Meiji, où l'on vénère l'empereur Meiji. Aujourd'hui, on appelle cette rue les Champs-Élysées. Et chaque année, les gens se disputent à propos de la mise en place de sapins de Noël. Un tel débat n'aurait même pas lieu d'être. Ce symbole chrétien n'a pas sa place ici. C'est stupide d'en discuter. Mais cela ne dérange pas les Japonais. Ils ne voient même pas où est le problème. C'est un pays étrange, parce que nous n'avons pas de religion. D'un autre côté, on peut dire que les Japonais déifient tout ce qu'ils peuvent. Ils pensent que des dieux vivent dans les arbres et les pierres, et on trouve ici aussi bien des chrétiens que des bouddhistes. Mais il n'y a pas de véritable fondement. Je veux le terrasser, pas simplement gagner. Je veux que mon adversaire ne puisse plus se relever, qu'il soit pris de convulsions et enlevé sur une civière. Je veux le mettre KO. Je veux être fort. J'ai toujours pensé qu'un homme devait être fort. C'est pour ça que j'ai commencé la boxe.
Hironari Oshima est le numéro 3 des poids légers japonais de boxe. L'année dernière, il a gagné le titre de meilleur espoir et a remporté les 10 matchs auxquels il a participé. La particularité d'Oshima est d'avoir un tatouage sur le bras gauche. Sur le buste, il porte la cicatrice d'un ancien tatouage qu'il s'est fait enlever. Le père d'Oshima était entraîneur dans un club de boxe en province. Sur son influence, Oshima a fréquenté ce club dans son enfance. Il était mignon, je vous assure. Il était peureux. Quand on le menaçait, il se jetait dans mes bras. C'était touchant. En bateau, quand ça tanguait, il avait peur. Mais à l'âge de 14 ans, Oshima est devenu yakuza et s'est fait tatouer. Ça a été un choc quand j'ai vu ça. Je pouvais pas regarder. Je sais toujours pas à quoi il ressemble, son tatouage. Je détourne les yeux. Ça me dégoûte. Je crois que tout le monde fait ça. Le clan Tanaka dans lequel Oshima est entré est affilié à l'un des syndicats de yakuza les plus violents du Japon. Je voulais être fort. Je suis devenu yakuza parce que je pensais qu'être fort, c'était être un yakuza. Sur mes épaules, ce sont des dragons. On appelle ce tatouage les dragons face à face, parce qu'il y en a de chaque côté. On choisit des créatures terrifiantes, puissantes. Des dragons, des tigres, des créatures étranges. Ces tatouages nous permettent de vaincre notre propre faiblesse. Les êtres humains sont tous faibles. Si on utilise la force de ces créatures, c'est parce qu'au fond, on est faible. Oshima, souvent impliqué dans des bagarres pour son clan, a été envoyé en maison de correction après avoir blessé quelqu'un. Son incarcération lui a permis de se retrouver pour la première fois face à lui-même. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Et je me suis dit que je n'étais pas très intelligent, que j'étais maladroit. Alors, je ne pourrais pas avoir un boulot stable. Je ne savais pas quoi faire. J'avais tout fait pour être fort et je me demandais comment je pouvais utiliser ça. Alors j'ai pensé à la boxe. Je sais pas pourquoi. J'ai décidé que je m'en sortirais grâce à la boxe. À sa libération, Oshima n'a pas rejoint le milieu des yakuza. Il voulait devenir boxeur professionnel, mais son tatouage l'en a empêché. En effet, la fédération a refusé de lui délivrer sa licence. Sans sourciller, Oshima a subi une opération pour se débarrasser de son tatouage.
En contrepartie d'une vilaine cicatrice, il est devenu boxeur professionnel et a remporté tous les matchs auxquels il a participé. Il s'apprête à concourir pour le championnat national au printemps prochain. Je gagne du fric en cognant. Je suis félicité. C'est le pied. Je tabasse un mec et on me dit que je suis génial. Jusqu'à présent, quand je défonçais un mec, j'étais coffré. J'allais tout de suite chez les flics. Mais dans la boxe, tout le monde vous félicite et on gagne plein de fric. Je ne connais pas de meilleur plan. C'est son premier match dans son village natal. T'as fini ton match? Non, juste le premier round. Ça y est, j'ai le trac. Je ne peux pas perdre. Je ne veux pas. La peur de gagner, c'est comme ça qu'on devient de plus en plus fort. Quand j'ai la trouille dans le vestiaire, avant le match, j'ai vraiment l'impression de vivre. J'entends les battements de mon cœur. Le plus important pour moi, c'est d'être le premier. Je veux être adulé par tout le monde. Que ceux qui me critiquaient retournent leur veste et viennent me féliciter. Je suis vraiment heureux au moment de la victoire. Jusqu'à présent, on trouvait viril ce qui passait pour de la virilité. Mais en réalité, cette virilité a toujours été fortement marquée par les femmes, surtout par la mère. Les hommes pouvaient se montrer forts extérieurement, à la maison et dans la société, ils jouaient à l'homme fort. Mais derrière eux, il y avait toujours la femme qui les réconfortait, qui faisait tout pour eux. Un autre exemple, si le héros se faisait marcher sur les pieds ou s'il avait des ennuis, il se réfugiait dans les jupes de sa chère femme. Derrière cette virilité de pure façade se cachait toujours une femme forte,
patiente et compréhensive. Les hommes virils, qui ont l'air si forts extérieurement, sont en réalité plutôt enfantins et tellement peu sûrs d'eux et craintifs qu'ils doivent se raccrocher à leur position et à leur titre. Cette virilité n'est donc qu'une apparence. Les femmes ne sont plus attirées par ce genre de virilité, qui n'est d'ailleurs plus socialement acceptable aujourd'hui. Les conditions ont changé. Lentement, on voit apparaître des hommes qui ont compris que la virilité ne consiste pas à se montrer fort ou à se faire tatouer, mais que la véritable virilité consiste à traiter la femme sur un pied d'égalité, à ne pas dépendre l'un de l'autre, mais à s'assister mutuellement pour fonder une famille ou réussir dans son travail. Mais quand je regarde autour de moi dans les familles, dans les entreprises ou dans la rue, beaucoup d'hommes n'ont pas encore compris cela. Yakuza et violence, c'est la même chose. Les Yakuza remplissent depuis longtemps une fonction sociale au Japon. Un certain aspect de la virilité japonaise a un rapport avec la violence, c'est indéniable. Mais pas autant qu'on ne le pense. La virilité japonaise, en simplifiant, je pourrais l'expliquer ainsi. Les Japonais ne discutent pas beaucoup. Même au Parlement, il n'y a pas de vraie discussion. Les Japonais ne débattent pas. Les Japonais n'aiment pas la discussion, ils n'y sont pas exercés et n'y excellent pas. Donc, les Japonais ne règlent pas les divergences d'opinion par la discussion. Au lieu de cela, il existe deux comportements sociaux extrêmes. Les Japonais sont extrêmement polis. C'est le stéréotype bien connu. Les étrangers ont une certaine idée de la politesse japonaise. Elle leur paraît exagérée. On reste poli et on ne dit pas grand-chose. Même quand on n'est pas du même avis, on le garde pour soi et on reste courtois, au lieu d'exprimer son opinion et de discuter. C'est ainsi qu'augmente l'insatisfaction intérieure. Pour finir, on a recours à la violence. Un accident de la circulation est un bon exemple. Au Japon, il est rare qu'on passe en justice. On ne discute pas pour savoir qui est dans son droit, mais le plus souvent, on fixe une indemnité et l'affaire est réglée. Ça se passe presque toujours comme ça. Tant que l'accident n'est pas trop grave, on ne défend pas son droit ou on n'en discute pas. Les deux parties se mettent d'accord, on verse un peu d'argent et on se réconcilie. C'est un aspect des choses. Mais si le problème ne peut pas être réglé de cette façon, on emploie la violence. Si l'affaire s'envenime, on sort le couteau. Même quand les choses ne vont pas aussi loin, on se tabasse copieusement. On lit cela tous les jours dans les journaux. Les gens réagissent donc toujours de manière extrême. Par rapport à l'Europe ou à l'Amérique, les Japonais discutent très peu en cas d'accident de la circulation.
Bonjour. Réveille-toi. Cet homme a choisi de vivre en parasite. Sa journée commence par la préparation du petit déjeuner. Shinji Tsuda a 27 ans. Son ami Sumiyo, 23 ans, l'entretient. Les hommes qui vivent en parasite sont de plus en plus nombreux au Japon. Partagent-ils avec la femme qui les entretient la même vision sur l'amour et la vie? Merci. Bonne journée. C'est pas beaucoup. Ça vous permet juste d'acheter vos cigarettes. Oui, en effet. J'aimerais bien avoir plus, mais... Ça, c'est pour les courses. Il y a environ 50 000 yens, 2500 francs. Je fais des courses avec. Et quand il n'y a plus d'argent, elle en rajoute. J'aimerais les dépenser pour moi. C'est ce que j'ai fait une fois, mais elle s'en est aperçue. Voici tous les reçus. Elle vérifie? Oui, elle fait les comptes. Tous les jours? Oui, au centime près. En dépit de cette situation frustrante, il ne manque pas assez de voir. Je fais le ménage en surface pour la satisfaire. J'essaie de faire ça tous les jours pour mériter mon argent de poche. Actuellement, il s'occupe des tâches ménagères pour 1000 yens, mais quand il a rencontré son ami il y a 2 ans, il travaillait comme commercial dans une entreprise. Suite à un problème avec son supérieur, il a démissionné. Il y a 1 an, il a épuisé toutes ses économies. Alors, il s'est installé chez elle. C'est vrai que parfois, quand je lave ses slips, je me pose des questions. Mais je n'ai pas le choix. J'évite d'y penser. Il justifie sa situation en s'empêchant de réfléchir. Les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça. Au départ, je me disais que c'était une solution temporaire. Mais à force de mener cette vie, j'ai fini par y prendre goût. Je mange à ma faim. Je suis peinard. Sumiyo est consultante en programmation informatique. Elle conçoit et développe les systèmes informatiques des entreprises. Jusqu'à présent, la plupart des femmes qui s'entouraient de ces parasites travaillaient dans l'industrie du sexe pour subvenir aux besoins de leur homme. Mais actuellement, il s'agit de plus en plus de femmes engagées dans une carrière professionnelle. Je veux être qualifiée pour maîtriser à fond la conception des programmes. Un jour, je créerai ma propre société. Que pensent les gens du fait que vous entreteniez votre ami? Certains sont envieux, d'autres pas du tout. Il y a les deux. Quel genre de gens vous envient? Les filles qui triment toute la journée et rentrent chez elles épuisées. Quel soutien apporte un parasite à une femme qui travaille? Quand on a des soucis au bureau et qu'on est seul, on a tendance à déprimer. Moi, quand je quitte le bureau, je sais que Shinji m'attend à la maison. C'est réconfortant. Il fait les courses, le ménage, la lessive. Alors, je me dis que j'ai de la chance d'être avec lui. Le pachinko est la seule distraction de Shinji, qui doit chaque jour soutenir physiquement et moralement son ami. Le pachinko est un jeu de hasard.
certaines combinaisons de chiffres permettent de gagner des billes qu'on échange contre de l'argent. Mais pour gagner à ce jeu, les 1000 yens qu'il reçoit chaque jour ne doivent pas suffire. J'économise en douce sur les 1000 yens qu'elle me donne. Et quand j'ai 3000 yens, 150 francs, je viens les jouer. De temps en temps. La chance semble lui avoir souri. Combien avez-vous gagné? 12 500 yens, 625 francs. 12 jours d'argent de poche. Ça fait longtemps que j'avais pas gagné autant. Qu'allez-vous en faire? Je pourrais lui acheter un cadeau, mais aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Vous allez vous détendre? Oui. Salut. Peut-il vraiment se permettre de dépenser son argent ainsi? Shinji prétend que son ami lui parle peu d'argent. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Il ne reste presque plus rien à la fin du mois. Mon salaire net, après déduction des impôts et de la retraite, est d'environ 230 000 yens, 11 500 francs. C'est juste. Vous voulez voir mon livret? Regardez. En effet, il est difficile de vivre à deux sur le salaire de cette jeune femme. Pourquoi gardez-vous ce livret sur vous? Un jour, il a pris mon livret et mon seau et a tiré de l'argent sur mon compte. Alors maintenant, je le garde toujours sur moi. Ignorant des soucis de son ami, Shinji se noie dans les plaisirs de l'alcool. Que pensent ses amis de sa situation? Je trouve ça lamentable. La société où travaille mon frère recrute. Il a accepté d'en parler à son patron. Mais Shinji a refusé. Enfin, il a hésité, il a dit qu'il allait réfléchir. Mais il n'a rien fait. Ça se passe bien avec elle. Je ne sais pas si vous êtes jaloux ou si vous dites ça pour me critiquer. Je ne suis pas jaloux. Mais comme ça, tu peux rien faire. De toute façon, il s'en fout. Si je pouvais, j'aimerais subvenir à ses besoins. Ah bon? Bien sûr. Mais pour le moment, je n'ai pas l'opportunité. Alors inversement, c'est une femme qui m'entretient. Ça n'a pas ça. C'est pas normal. Un jour, c'est moi qui Impossible, c'est impossible. l'entretiendrai. Mais Sumiyo ne connaît pas ses intentions. J'hésiterais à épouser un homme qui n'a pas de travail. Pour le moment, on dépend l'un de l'autre. Alors notre relation fonctionne. Mais je ne sais pas si ça durera. Malgré ses objectifs professionnels, Sumiyo n'envisage pas d'entretenir cet homme toute sa vie. Shinji sans doute peut-être. En effet, il est en train de consulter les petites annonces. Je voudrais travailler, mais il n'y a pas de bon boulot. C'est quoi un bon boulot? Un boulot avec un bon salaire et pas trop fatigant. Je voudrais gagner au moins 300 000 yens, 15 000 francs. Mais si possible, 1 million ou 2, 50 ou 100 000 francs. Je pense que c'est possible. Mais je ne suis pas encore tombé dessus. Même les salariés ne sont pas sûrs de garder leur emploi. Il y a pas mal de licenciements. Alors, ça ne sert à rien de se forcer à bosser sérieusement. Je ne veux pas trop travailler. 私の今離婚を調停中なんですけど、離婚を頼んでる夫が
Mon mari, avec qui je suis en instance de divorce, la procédure est en cours, a cessé de travailler à 25 ans. Ensuite, il m'a aidé pendant 15 ans à la maison. Il travaillait à la maison, mais n'avait pas de gagne-pain. Il a abandonné son métier à 25 ans. Comme je l'ai dit, la procédure de divorce est en cours et il faudrait que je lui laisse tout. Les maisons, les voitures et les ordinateurs que nous avons achetés avec mon argent. Il prétend que c'est son droit et que c'est naturel. J'ai quitté la maison avec mes 2 enfants. Je lui laisserai tout s'il renonce aux enfants. C'était aussi un genre de parasite. Il ne veut plus se battre, faire des courbettes et quémander un emploi. Il n'a pas envie de ça. Je sais qu'il existe des hommes à qui ça ne convient pas. Aujourd'hui, beaucoup de femmes gagnent bien leur vie. Certains hommes qui sont fiers de travailler et de gagner de l'argent n'aiment pas que leurs femmes travaillent, ou ils l'empêchent de travailler. Ils deviennent mauvais quand leur femme fait des heures supplémentaires. Aujourd'hui encore, les hommes sont fiers de nourrir leurs femmes et de leur permettre de ne pas travailler. ただね、その紐の男性はとてももちろんいけないですけれども、ただその女性の Mais les parasites ne sont pas les seuls coupables. Le problème vient aussi des femmes qui entretiennent les parasites. Les femmes japonaises sont relativement libérales comparées aux hommes. Mais beaucoup de femmes n'ont pas assez confiance en elles. Elles ont peur. Les Japonais en général, les femmes comme les hommes, ne sont pas très sûrs d'eux. Les parasites exploitent très habilement le psychisme des femmes qui ne sont pas assez sûres d'elles. Un parasite fait croire à sa partenaire que sans elle, il aurait complètement sombré, qu'elle est la seule au monde qui le comprenne et le protège. En ce sens, les parasites profitent très habilement du manque d'assurance des femmes. Ce serait une bonne chose que les femmes se réveillent et rompent avec ce genre de relations. Au lieu de ça, ces femmes croient être les seules qui puissent protéger ces hommes et y voient un sens à leur propre existence. Les parasites hommes et leurs femmes sont dépendants les uns des autres. Il y a beaucoup de suicides. Sur les 30 000 personnes par an qui se donnent la mort, 1 sur 3, si je ne me trompe pas, le fait pour des raisons liées à la restructuration de l'économie. Ce sont plutôt des gens qui n'osent pas vivre en parasite. Ceux qui ne veulent pas de cette situation se suicident. Ils sont beaucoup trop fiers pour se faire entretenir par leurs femmes après avoir été licenciés. Ces hommes qui ont été licenciés passent toute la journée en complet veston dans le parc parce qu'ils ne veulent pas que leur famille l'apprenne. Ils prennent des crédits et versent chaque mois sur leur compte personnel une somme correspondant à leur ancien salaire. Ils jouent la comédie à leur famille jusqu'à ce que cela n'aille plus. Sous cet angle, les hommes qui restent à la maison sont très courageux. Ceux qui osent le faire sont des hommes forts. Mais ceux qui n'osent pas se donnent la mort. Ils n'arrivent pas à faire face à la situation. J'ai travaillé comme un fou pour mon entreprise. J'ai fait augmenter le chiffre d'affaires et je suis viré sous prétexte que ma société traverse une mauvaise passe. C'est insensé. Je ne comprends pas la direction. On entend souvent à Tokyo les employés de bureau se plaindre ainsi. Les clients de ce bar sont tous des salariés qui ont été licenciés après de bons et loyaux services. Les dirigeants du Japon sont vraiment des incapables. Il faut réinstaurer le service militaire pour former les jeunes.
Le Japon connaît la plus grande récession de l'après-guerre. Le taux de chômage a atteint le niveau historique de 4,9% et le nombre de licenciements s'élevait à 2 millions en juillet 1999. Les employés japonais se retrouvent acculés dans une situation à laquelle ils ne sont pas préparés. Les salariés qui ont soutenu l'économie japonaise ont continué à travailler pour leur entreprise, bien qu'on les compare à des fourmis. En échange, les entreprises leur ont promis un emploi à vie. Mais les temps ont changé. Les derniers trains se remplissent toujours avec des salarymen qui sont allés boire avec leurs collègues ou leurs supérieurs après le travail. Les hommes d'affaires, ivres morts, qui ne sont pas arrivés jusque chez eux, restent affalés dans les trains ou les gares. Ces employés s'enivrent pour fuir, jusqu'à perdre conscience. Dans cette période de confusion, à quoi pense-t-il? Monsieur Ogura a été licencié par une entreprise de travaux publics. Il s'est reconverti dans la vente d'abonnements à un club de golf. Chaque jour, il sillonne la ville pendant plus de 4 heures et visite 6 à 7 entreprises. Son travail est très différent des fonctions qu'il exerçait autrefois en tant que cadre. La plupart de ses interlocuteurs sont des relations qu'il s'est faites dans son emploi précédent. Il se retrouve maintenant à quémander du travail à ses anciens fournisseurs. Le cœur du nouveau quartier de Shinjuku est le seul endroit où ils se sentent bien. Je pense toujours au fait que c'est ma société qui a construit cet immeuble pour un budget de 8 milliards de yens, 400 millions de francs. C'était le bon temps. Je voudrais ressaisir ma chance, avoir des rêves. C'est toujours ce que je me dis. Avant, mon salaire annuel était de 8 millions de yens, 400 000 francs. Cette année, vu comment c'est parti, je ne gagnerai que 2 400 000, 120 000 francs. C'est impossible de vivre avec ça. Monsieur Ogura a subi une forte baisse de revenus. Dans la conjoncture actuelle, les employés de plus de 50 ans ont du mal à retrouver un emploi. Beaucoup sont réduits à vivre dans la rue parce qu'ils n'ont pas retrouvé de travail et ont quitté leur famille. Dans ces circonstances, on peut dire que M. Ogura a eu beaucoup de chance. Il vit en banlieue, à 1 heure de Tokyo. Sa maison est exiguë pour 5 personnes et il envisageait de déménager avant de perdre son emploi. Il puise maintenant sur ses économies pour survivre. Le loyer de 90 000 yens, 4 500 francs, est une lourde charge. Son épouse ne cache pas son inquiétude. C'est vrai que la baisse de nos revenus m'inquiète beaucoup. Mon mari n'est plus tout jeune et nos fils sont au lycée et au collège. C'est surtout ça qui m'inquiète. Les droits d'adhésion au club de golf s'élèvent à 1 million de yens, 50 000 francs. Ils ont beaucoup baissé, mais étant donné la conjoncture, cela reste assez cher. Pas facile donc de vendre des abonnements et la situation est difficile pour M. Ogura, qui est rémunéré au pourcentage. Pour sa famille et pour combattre l'angoisse, M. Ogura essaie à tout prix de convaincre ses clients. Avec la crise, nous pouvons être mis sur la touche ou licenciés du jour au lendemain. Je dois donc décliner votre proposition. Je suis désolé. Quand il entend cet argument, M. Ogura n'insiste pas. Il connaît mieux que quiconque l'inquiétude qui ronge les salarymen. La baisse de ses revenus et le stress de son nouveau travail pèsent lourdement sur M. Ogura. La situation reste précaire et les salariés s'inquiètent pour leur avenir.
Dans ces conditions, de plus en plus de gens mettent fin à leur vie, laissant leur famille derrière eux. On entend souvent parler de gens qui se jettent du train. Je comprends ce qu'ils ressentent. Moi aussi, j'y ai déjà pensé. Ces gens ne faisaient sans doute que ce que leur entreprise leur demandait de faire, et rien de plus. Ils n'ont probablement jamais pris une initiative ou imposé ce qu'ils voulaient vraiment. Ils n'accomplissaient que les tâches qu'on leur donnait à faire. Les entreprises le savent aussi, bien sûr. Jusqu'à présent, les Japonais, en particulier les salarymen, ont cru apporter leur contribution en s'acquittant des tâches qu'on leur confiait. Ils n'ont pris aucune initiative personnelle, concrétisé aucune idée personnelle, ni assumé aucune responsabilité. Je me suis engagé dans la voie royale des salarymen. Après des études à l'université, je suis entré dans la banque. J'ai toujours désiré étudier à l'étranger. La banque m'a envoyé aux États-Unis, à la Harvard Business School. Là-bas, j'ai appris quelque chose d'important. Avant, je croyais que pour être estimé comme homme d'affaires, il fallait faire carrière dans une grande entreprise. Les gens de Harvard ont une opinion tout à fait différente. On obtient le respect si on s'impose un défi et si on construit quelque chose soi-même, ne serait-ce qu'une baraque à sandwich. Ça a été un choc culturel pour moi. Il faut élaborer un nouveau système éducatif qui favorise le développement personnel des enfants. Aujourd'hui encore, l'individualité est réprimée. On produit des êtres stéréotypés. Tous les enfants sont des génies, tous ont du talent. On n'a pas le droit de les rendre tous pareils par l'éducation. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont devenus plus sûrs d'eux. Ils se découvrent de plus en plus. Malgré cela, on impose très tôt aux enfants cette éducation égalitariste, avant qu'ils ne se découvrent eux-mêmes. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup d'enfants ne tiennent pas le coup. Quand j'étais au collège, j'étais bon élève. Je n'arrêtais pas de bûcher pour préparer l'examen d'entrée au lycée. L'examen passé, j'ai pété les plombs. Au lycée, il fallait à nouveau travailler. J'en pouvais plus. Alors j'ai abandonné. J'en ai parlé à ma mère qui m'a envoyé ici. Voilà. Cette école rassemble des enfants de tout le pays qui sont considérés comme délinquants ou scolairement en difficulté. Silence! Où est ton stylo? J'en ai pas. C'est pas grave. T'es le seul. Et tu oses me dire que ce n'est pas grave? Prêtez-en moi. Pour ces jeunes qui n'ont nulle part où aller, cette école est leur dernière chance. Elle compte 666 élèves qui sont ici pour diverses raisons. Dans mon ancienne école, j'ai eu des problèmes avec un prof. Il me prenait de haut. Et comme j'aimais pas ça, je lui tenais tête. Il m'a pris à part et il m'a frappé comme une brute. Je me suis défendu en l'attachant. Finalement, j'ai pas eu la moyenne à son cours.
Et on m'a dit que je devais redoubler. Alors je me suis retrouvé ici. Mes copines ne m'adressaient plus la parole. Elles m'ignoraient. Je ne pouvais plus supporter d'être à l'école. Alors, j'ai fini par ne plus y aller. À l'adolescence, je ne m'entendais plus avec mes parents. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'avais envie de prendre mon indépendance, de me débrouiller tout seul. Est-ce de la faute des enfants, des parents ou de la société? Les cas de brimade, d'absentéisme, d'insécurité à l'école et le nombre de jeunes qui interrompent leur scolarité augmente chaque année au Japon. En 1999, 130 000 jeunes manquaient aux cours régulièrement et 100 000 autres ont arrêté leurs études. Comme on peut s'y attendre, la plupart deviennent des délinquants. Le lycée de Yoichi s'adresse à ces jeunes. C'est un établissement privé dont les droits d'admission s'élèvent à 240 000 yens, 12 000 francs, et les frais de scolarité annuels à 400 000 yens, 20 000 francs. Nombreux sont les jeunes qui viennent d'autres régions et sont internes. Les frais d'hébergement sont de 70 000 yens, 3 500 francs par mois. Sans raison particulière, je n'arrivais plus à dormir. Je voulais rentrer chez moi. J'étais très nerveuse. Même si j'avais sommeil, je ne pouvais pas m'endormir. La nuit, je me mettais à pleurer sans raison et j'appelais ma mère. Dans cette école qui privilégie la communication, la salle des professeurs est ouverte aux élèves pour qu'ils viennent se confier à tout moment. On espère qu'ainsi les jeunes exprimeront ce qu'ils ressentent. Ça ne va pas, je me sens seule. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas. Je ne sais plus où j'en suis. Les enseignants jouent à la fois les rôles d'amis, de parents et de conseillers. Ils sont d'un grand soutien pour ces jeunes qui tentent de s'en sortir. Je voulais être pensionnaire. Alors, mes parents m'ont proposé plusieurs internats. Ils m'ont dit que cette école était bien. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Mes deux parents sont profs de lycée. Il paraît que cette école est connue dans le milieu enseignant. Kozuke Yoshii enseigne depuis peu, mais il est très apprécié des élèves. Il a fait ses études ici. Lui aussi était délinquant. Moi aussi, je me suis retrouvé à l'écart du système après avoir été renvoyé du lycée. C'est peut-être pour ça que je vois les choses de la même manière. Dans les classes maternelles, on dit souvent qu'il faut se mettre à la portée des enfants pour ne pas les effaroucher. Avec les jeunes d'ici, c'est la même chose. Si on ne leur parle pas d'égal à égal, ils se referment sur eux-mêmes. J'ai l'impression que mon rôle est d'avancer avec eux. Je suis encore jeune dans le métier. Je veux progresser avec eux. Parler d'égal à égal, progresser ensemble, Kozuke Yoshii consacre une grande partie de son temps libre à ces jeunes. Kozuke prépare le feu en attendant ses élèves. Il a commencé à surfer il n'y a qu'1 an. C'est plus utile que ce qu'on apprend dans les livres. Ces jeunes ont une vie mouvementée et ont failli arrêter leurs études. Quelqu'un a suggéré de faire du surf.
C'est comme ça qu'ils ont commencé. Depuis, ils n'ont pas manqué une seule fois l'école. Il fait en dessous de 0, environ -5. T'as pas mal? On dirait des glaçons. On avance côte à côte, au même rythme. Il y aura sûrement des moments de bonheur et de désespoir. Kozuke Yoshii donne son numéro de portable aux élèves. Ah, j'ai sommeil. Ah, j'ai pas envie de bosser. Quand il reçoit un appel au secours, il accourt, quelle que soit l'heure ou le lieu. L'important, c'est de faire ce qu'on veut. Pas la peine de se prendre la tête. Écoute, Je ne sais pas encore ce que je veux faire. ça va venir. S'il n'y a pas de règles, pas d'interdiction, qu'est-ce qui se passe? Ça ira, enfin, je crois. N'importe quoi. Pour l'instant, je ferai ce que je pourrai. Je n'ai pas l'impression que c'est un prof. C'est plutôt comme un pote adulte. Il est plus âgé, alors il m'apprend des trucs. Il est vraiment sympa. Je veux être prof. J'enseignerai l'anglais. Quand je serai devenue prof d'anglais, je reviendrai. Alors, c'est sûr, je reviendrai.